On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice à l'aune d'un rapport qui a été rendu en juillet dernier par Daniel Ludé, président du groupe de travail donc sur l'évolution de l'open data des décisions de justice. Daniel Ludé, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous rappeler le contexte de l'élaboration de ce rapport et quels étaient les enjeux? Je pense que tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est l'open data des décisions de justice pour que chacun comprenne. En 2016 a été adoptée la loi pour une république numérique qui a posé le principe que toutes les données publiques seraient mises à disposition du public gratuitement. Et au cours des débats parlementaires, il a été décidé par amendement que les décisions de justice figureraient parmi ces données publiques mises à disposition du public à titre gratuit. Principe posé donc en 2016. Pour les décisions de justice, le régime a été précisé par une loi de 2019 et les décisions de justice ont commencé à être mises à disposition du public gratuitement suivant un échéancier, un calendrier qui est loin d'être terminé aujourd'hui, et à partir de 2021. Voilà le principe de l'open data des décisions de justice. Et en raison de certains éléments d'évolution du contexte politique, je dirais, mais sociétal aussi, également à l'approche du moment où viendrait la publication des décisions de justice pénale, notamment, un certain nombre d'interrogations ont surgi sur le maintien du régime de mise à disposition du public des décisions de justice en données ouvertes. Des questions se sont posées et donc c'est pour cette raison que par une lettre de mission du 4 février 2025, le ministre de la Justice, M. Darmanin, m'a demandé si j'acceptais de présider un groupe de travail chargé de réfléchir à certaines évolutions de ce régime de l'open data des décisions de justice. Pour bien comprendre, l'open data des décisions de justice, c'est la mise à disposition à tous, gratuitement, des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, tout en préservant un certain nombre de données personnelles pour préserver la vie privée et la sécurité de certaines personnes. Ça faisait partie de la réflexion de votre rapport et vous avez formulé un certain nombre de recommandations. Quelles sont-elles? Alors, peut-être qu'avant d'en venir aux recommandations telles qu'on les a formulées, il faut préciser un peu comment les problèmes se sont posés. Le point de départ, je crois, qui a motivé en premier lieu la mission, c'est que dans un climat, dans un contexte de critiques de plus en plus vives des décisions de justice, des juges, des magistrats, d'autres professionnels de justice. Je vous rappelle qu'il y a assez peu de temps, sur un réseau social, avait été diffusée une liste d'avocats dont il faudrait s'occuper si un changement politique, un certain changement politique intervenait. Donc, ce contexte un peu tendu de mise en cause de la justice, des magistrats, des avocats, des menaces, y compris dernièrement pour des membres de la juridiction administrative, et aussi ce climat un peu de critique sur l'état de droit, de remise en cause, même à certains moments, dans certains propos, de l'état de droit. Tout ça a créé un contexte générateur d'une inquiétude au sein de la magistrature, et donc avec la question posée par le ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas songer à occulter le nom des magistrats, des greffiers et d'autres professionnels de justice, c'est-à-dire les avocats, dans les décisions de justice. Ça a été le premier sujet qui, je crois, a été la raison principale de mettre en place ce groupe de travail. On a ajouté un deuxième sujet qui était lié à l'approche de la date à laquelle seraient diffusées les décisions des tribunaux de commerce. Et
le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au mois de mars 2024, a adressé une lettre au premier président de la Cour de cassation pour faire part de certaines inquiétudes sur la sécurité des entreprises, la fragilité des entreprises qui pourrait résulter d'une diffusion, si je puis dire, massive et indistincte et inconditionnelle de toutes les données qui concernent la vie des entreprises et vraiment dans une diffusion très large. Et donc, alerte de la part du président de la Chambre commerciale qui relayait, ce n'est pas un secret, des préoccupations exprimées par le président du tribunal des affaires économiques de Paris, monsieur Zayer. Les auditions auxquelles nous avons procédé, notamment MEDEF, CPME, ont confirmé qu'il y avait cette inquiétude dans les milieux économiques. D'où votre proposition d'occultation du nom des entreprises dans les décisions. Et plus précisément d'ailleurs, quand nous avons précisé comment les textes devraient être modifiés, nous avons parlé de l'occultation de la dénomination sociale des sociétés mentionnées dans la décision de justice. C'est ça le sens de notre proposition. Alors, il y a eu un débat, donc, et d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais en dire un mot par rapport aux inquiétudes qui ont été exprimées par les milieux de l'édition. Au-delà de l'occultation des noms des entreprises, ceux des magistrats, des avocats, des personnels de greffe. Absolument. Et donc, sur l'aspect économique que j'évoquais, il y a eu de la part du monde, si je voulais, de l'édition juridique et de la part des Legal Tech aussi, des inquiétudes, c'est-à-dire notamment, il nous a été indiqué que le fait de ne plus pouvoir, connaître le nom des entreprises susciterait des difficultés dans la recherche juridique pour l'activité de ces entreprises, d'où d'autres propositions que nous avons faites pour tenter de répondre aux préoccupations de ces entreprises. Quel type de proposition ? Alors, la proposition, c'est... Alors, nous nous sommes placés, si vous voulez, dans la logique des propositions que nous avons faites sur les autres aspects. Autrement dit, si elles sont suivies, il y aurait dans les décisions de justice qui sont publiées en données ouvertes, il y aurait moins d'informations qu'il n'y en a aujourd'hui sous le régime actuel. Et donc, l'idée, ce serait de mettre en place, pour les besoins de ces entreprises, celles de l'édition, les Legal Tech, pour leurs besoins, de mettre en place un système de mise à disposition de flux, alors c'est notre jargon, flux de décisions intègres ou plus intègres. Qu'est-ce que ça veut dire, intègre ou plus intègre? C'est-à-dire des décisions qui sont indemnes des occultations dont nous venons de parler. On pourrait avoir les noms des entreprises, concrètement. Et voilà, mise à disposition donc de décisions de justice intègres ou plus intègres, mais moyennant un système conventionnel, un système reposant sur des conventions passées entre la Cour de cassation, qui est celle qui gère, vous le savez, la mise à disposition des décisions de justice en direction du public, donc des conventions qui spécifieraient à la fois les conditions que devront respecter ces entreprises en matière de réutilisation, donc d'utilisation de ces décisions de justice, et aussi la question du paiement du service que représente pour la Cour de cassation la préparation de ces décisions qui ensuite seraient mises à disposition de ces entreprises. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Daniel Ludet. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre sujet fondamental, la protection du secret professionnel de l'avocat.